Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. La Tunisie en deuil. Le président Béji Caïd Essebsi est décédé ce jeudi. Premier président issu d'une élection libre en 2014. Il s'était assigné la mission de réhabiliter ce qu'il appelait le prestige de l'État. Attentat, enlèvement, le Burkina Faso face à la menace terroriste. Le pays est devenu une cible depuis 2015 et l'insécurité ne cesse de prendre de l'ampleur. Illustration d'une région qui s'enfonce dans la violence. En Guinée, le président Alpha Condé envisage-t-il de modifier la Constitution afin de pouvoir se présenter à la présidentielle de 2020 ? Si pour l'heure il ne se prononce pas, ses partisans multiplient les prises de position en faveur d'une révision constitutionnelle. Et de l'autre côté, il y a les opposants qui sont contre le projet. Pour en parler, nous recevrons Aminata Touré, maire de la commune de Kaloum, l'une des communes de la capitale Conakry. C'est l'une des informations principales de ce jeudi, le décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi, quelques heures après son hospitalisation en soins intensifs. Il était âgé de 92 ans, plusieurs fois ministre après l'indépendance en 1956. Il avait accédé à la présidence en 2014, devenant ainsi le premier président démocratiquement élu en Tunisie. 3 ans après la chute de Ben Ali, le président tunisien mort à quelques mois seulement de la fin de son mandat présidentiel. On va écouter la réaction de l'ancien député tunisien Monsef Chekrou. Il y a un proverbe arabe qui dit « il faut toujours citer nos morts en bien ». Mais donc on va laisser le temps du recueillement aujourd'hui pour ça. Et puis viendra le temps du jugement de l'histoire. On le verra plus tard. Est-ce qu'il a contribué à consolider la démocratisation du pays qui est tellement désirée par le peuple depuis longtemps? Est-ce qu'il a contribué à l'ouverture économique et sociale de la Tunisie sur le plan national et sur le plan international? Eh bien, tout ceci, on le résumera par un seul mot. Il a fait nommer un premier ministre qui a fourni des efforts énormes, mais il a toujours été en relative dissension avec le Premier ministre, ce qui n'est pas constructif pour pouvoir conduire des politiques dont la Tunisie a besoin. Elle a besoin de croissance, elle a besoin de création des richesses nationales, elle a besoin de répartition équitable de cette richesse nationale. Et malheureusement, ceci ne s'est pas fait. Tout le monde a vécu dans l'attente de ce qui va se passer. Et voilà, nous le savons maintenant. Donc, il y a lieu maintenant de redémarrer à zéro. Le Burkina Faso, face à la recrudescence des attaques terroristes depuis 4 ans, le pays est victime d'attaques fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes terroristes, une menace permanente faisant plusieurs dizaines de milliers de déplacés internes en raison donc de l'insécurité et des conflits communautaires. Philomène Tine. Depuis 2016, le nord et l'est du Burkina Faso subissent des attaques pour la plupart revendiquées par des groupes terroristes. 3 principaux mouvements ont établi un front dans ces parties du pays et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la lutte contre la radicalisation et le terrorisme sont devenus un défi majeur pour les autorités de toute la région du Sahel. La situation n'est pas aussi sécurisée qu'on le dit. La province du Salmantinga, qui était très loin d'être concernée, est aujourd'hui au centre donc des attaques terroristes. Peut-être que certaines zones ont connu une accalmie. Je veux parler du Grand Nord. Il y a beaucoup moins d'attaques. Également, l'Est, on n'entend plus parler des attaques de façon assez récurrente. Mais apparemment, cela s'est recentré plus proche de la capitale maintenant. Les dégâts engendrés par le terrorisme au Burkina Faso ont un impact sur plusieurs secteurs. La cohésion sociale semble aujourd'hui fragilisée. L'éducation est de plus en plus menacée avec notamment des milliers d'écoles qui ont été fermées, mais pas seulement. Il y a le relèvement du budget du ministère de la Défense, de jusqu'à 30%. Il y a l'adoption de la loi de programmation qui verrouille en quelque sorte les moyens sur 5 ans. Et on sait bien que beaucoup de choses sont en train de se faire. La nature même du conflit fait qu'il est assez difficile d'avoir des résultats probants de façon radicale. Le Burkina Faso est confronté actuellement à une crise humanitaire sans précédent. Les affrontements intercommunautaires et les attaques terroristes dans le nord du pays ont provoqué des déplacements massifs de population, détériorant davantage la situation de communautés déjà vulnérables.
Vers plus d'anglais dans les universités, la volonté du gouvernement en Algérie où les langues administratives sont traditionnellement l'arabe et le français. Alors l'anglais va-t-il officiellement prendre le pas sur le français? La question fait en tout cas débat au sein de la société civile et de la classe politique. Iba Yapko. L'anglais va bientôt remplacer le français sur les bancs des universités algériennes. Dimanche 21 juillet, le ministre de l'Enseignement supérieur, Tayeb Bouzid, a adressé une lettre aux recteurs et directeurs des universités du pays. Il demande à ce que les entêtes des documents administratifs et officiels soient dorénavant écrits en arabe et en anglais. Nous voulons donner aux étudiants algériens toutes les chances pour qu'ils aient une place dans ce nouveau monde. Car dans ce nouveau monde, il n'y a ni pitié, ni rien. Il faut avoir les moyens et les compétences. Si on ne les a pas, on est un poids pour la société, pour le pays et pour les autres. Tayeb Bouzid n'est pas le seul à porter cette initiative. Il aurait pris cette décision après avoir écouté les étudiants algériens qui veulent internationaliser leurs diplômes et les faire reconnaître mondialement. Néanmoins, d'autres Algériens dans l'enseignement supérieur n'approuvent pas cette réforme. C'est une idée qui est ridicule à de nombreux égards, parce que certes, intégrer l'anglais au cursus universitaire algérien, c'est quelque chose d'important et qui se fait d'ailleurs, que la langue française fait partie de l'histoire de l'Algérie, fait partie de la situation géographique de l'Algérie. Voulez-vous qu'on fasse demain, qu'on demande aux personnes dans la rue de se mettre à parler l'anglais, qu'on change les panneaux de signalisation et qu'ils soient en anglais? Vous croyez qu'on change comme ça du jour au lendemain de paradigme ou de langue officielle, puisque c'est ça dont il s'agit? C'est comme si on arrachait un pied au pays finalement. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Aujourd'hui, l'Algérie a autre chose à gérer que savoir si on reste au français ou si on passe à l'anglais. Notons qu'en Algérie, le français est enseigné dès l'école primaire et des filières universitaires sont entièrement enseignées en français. Cette langue est également très utilisée dans le domaine des affaires, la France étant le plus gros partenaire en matière d'affaires pour l'Algérie. En Guinée, le débat sur une éventuelle révision constitutionnelle s'accélère avec en filigrane la question de l'éventuelle candidature du président Alpha Condé à un troisième mandat. Le chef du gouvernement Ibrahima Kassori Fofana a depuis plusieurs mois officiellement affiché son soutien à la mise en place d'une nouvelle constitution et un projet serait même déjà en cours d'écriture. Plusieurs mouvements de la société civile et politique se mobilisent contre ce projet. Pour en parler, Madame Aminata Touré, maire de la commune de Kaloum, l'une des communes de la capitale Conakry. Bonjour et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, je suis très heureuse d'être aujourd'hui. Merci à vous. Plateau. Merci à vous. Alors peut-être juste avant de parler de l'éventualité de cette candidature du président Alpha Condé, un mot peut-être suite aux dernières élections locales pour vous qui êtes donc maire de la commune de Kaloum, que je précise, ceci est l'une des principales communes de la capitale Conakry. Oui, en effet, j'ai été élue, massivement élue, je dirais, dans une commune qui m'a enfantée et engendrée et accompagnée jusqu'à la maturité. Ceci dit, cette commune ne m'a jamais abandonnée, malgré les vicissitudes de l'histoire, et moi non plus. Et donc, nous avons porté notre candidature. Notre candidature était une candidature indépendante et nous nous sommes donc présentés 2 mois seulement avant les échéances. Et donc c'était une première et c'était l'étonnement général parce que personne ne s'y attendait. Mais je pense que le travail a porté, parce que le message a porté, nous avons un message fort, un message d'unité, de rassemblement, et surtout de développement. Et c'est ce qui a porté et ce qui a donné l'élection, qui a abouti à l'élection. Et nous en sommes très reconnaissants vis-à-vis des populations de Kaloum qui ont placé leur confiance à notre personne, modeste personne, et à l'équipe qui nous accompagnait. Alors, on l'a dit, le président Alpha Condé pourrait briguer un troisième mandat suite à une révision de la Constitution qui n'est pas encore actée, mais en tout cas qui est en discussion. Comment vous positionnez par rapport à cette éventualité? Moi, je dis toujours que les débats doivent quitter la rue pour être prise beaucoup plus au sérieux. Et donc, pour le moment, moi, je n'ai pas vu de constitution. J'attends de voir la constitution en question pour pouvoir me prononcer. Parce que, comme vous savez, le président Alpha Condé, dans son dernière
je pense qu'il y a un mois ou moins d'un mois, il a dit tout simplement à la réponse donnée au Premier ministre Kassory Fofana qu'il prenait acte. Donc jusque-là, il n'y a pas encore eu de déclaration officielle. Donc en ce qui me concerne, je me prononcerai une fois que j'aurai vu la Constitution et qu'il y aurait une déclaration officielle. Mais est-ce que vous seriez pour ou contre un troisième mandat du président Alpha Condé? Moi, je suis juriste de formation et je suis légaliste. Je suis juriste de formation et je suis légaliste et je pense que nous devons respecter ce qui sera mentionné dans la Constitution. Alors, est-ce que un projet de révision de la Constitution autour de ce texte pouvant permettre au président de briguer un troisième mandat, est-ce qu'il ne représenterait pas un risque pour ce pays quand même exposé depuis de nombreuses années à plusieurs cycles de violence? Bon, vous savez, plusieurs cycles de violence, c'est un peu trop dire parce que l'histoire de la Guinée est assez particulière, hein, parce que l'histoire de la Guinée se résume par des faits historiques chargés de tort vis-à-vis du peuple de Guinée, tout simplement pour avoir dit non le 28 septembre 1958. Donc, à cette époque, des obstacles avaient été mis pour empêcher le développement de ce pays, malgré la volonté farouche des dirigeants de l'époque de développer le pays. Mais le plan triennal 60-63 nous a permis quand même de poser des actes et de créer un tissu industriel, ce qui a permis de voir que dans toutes les régions de la Guinée, naturelle de la Guinée, il y avait des usines qui se formaient pour au moins répondre aux besoins primaires de la population. Donc, je pense qu'il faut faire très attention quand on parle de l'histoire de la Guinée. Et moi, je dis toujours que l'histoire de la Guinée doit être réécrite par des historiens justes pour qu'enfin elle quitte la rue pour aller dans les musées où chacun retrouvera sa place. Merci beaucoup Aminata Touré, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes maire de Kaloum, l'une des communes de la capitale Conakry en Guinée. Merci à vous. Je vous remercie madame. Merci, ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.